Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 14 septembre. Circulation des biens et des personnes, coopération sécuritaire, économique et énergétique, l'Algérie et la Mauritanie déterminées à renforcer plus que jamais leurs liens avec la tenue à Nouakchott de la Grande Commission mixte de coopération. Tombée de rideau sur le forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune. Dans la déclaration d'Oran, les participants appellent les dirigeants arabes à resserrer les rangs et raviver les valeurs de solidarité et de cohésion lors du sommet arabe d'Alger en novembre. Crise énergétique en Europe, la présidente de la Commission européenne assure le maintien des sanctions contre la Russie et promet une réforme profonde du marché de l'électricité en Europe. Et puis législative en Suède, percée de la droite et de l'extrême droite ouvertement anti-immigration dans ce pays nordique de tradition social-démocrate. Bonsoir à tous. La coopération algéro-mauritanienne à l'honneur ce mercredi avec la tenue à Nouakchott de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération co-présidée par les premiers ministres d'Algérie et de Mauritanie, Ayman Ben Abdelrahman et Mohamed Ould Bilal Mas'oud, soulignant que les relations de coopération et de partenariat algéro-mauritanienne avaient réalisé nombre d'acquis dans plusieurs domaines. Le Premier ministre algérien a mis en avant l'importance de les conforter désormais en œuvrant à réunir les conditions favorisant leur développement. Évoquant ce développement, Ayman Ben Abdelrahman a cité en particulier l'ouverture en août 2018 du poste frontalier commun, devenu aujourd'hui un trait d'union humain et culturel entre les populations des régions frontalières. Outre cet acquis important dans le processus des relations algéro-mauritaniennes, Ben Abdelrahman a évoqué dans son intervention deux autres réalisations, à savoir le comité mixte frontalier chargé de la coopération dans les domaines de développement des zones frontalières et la coordination sécuritaire face aux crimes transfrontaliers et le projet de la route Tindouf-Zouirat. Le Premier ministre algérien a insisté dans le même sens sur l'importance de consolider la coopération bilatérale dans son volet sécuritaire afin de faire face aux défis que connaît la région tout en renforçant les formes de coopération décentralisée. Les relations algéro-mauritaniennes sont également appelées à passer à un niveau supérieur, celui du partenariat stratégique, à la faveur d'un potentiel économique et des opportunités qui tendent la main aux deux pays et qui partagent également un ancrage et une histoire qu'il convient désormais de consolider à travers le raffermissement de ces liens naturels. Kherdin Bataj. Parce que l'environnement géostratégique de la région nord-africaine est affecté par un ensemble de facteurs exogènes favorisant l'inclusion économique, l'Algérie joue une nouvelle fois son rôle de locomotive et de puissance régionale fédératrice, en tendant la main cette fois-ci à la Mauritanie, pays frère et grande porte de l'Afrique de l'Ouest, avec qui elle partage 463 km de frontières. Un partenariat stratégique prend forme entre les deux pays. Mieux, il se consolide à travers une série d'actions concrètes décidées par les deux présidents respectifs.
En visite à Nouakchott, le Premier ministre algérien Aymen Ben Abdelrahman s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Bilal Messaoud en ouverture de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale. Le chef du gouvernement algérien a appelé à la multiplication des initiatives dans le cadre de ce partenariat bilatéral, notamment à travers l'instauration de succursales de banques algériennes en Mauritanie afin d'accompagner les investisseurs désireux de s'y installer. Rappelons qu'une série d'accords a déjà fait l'objet de discussions entre les deux délégations. Les secteurs de l'énergie, des mines, de l'industrie pharmaceutique ou encore les infrastructures et la pêche sont appelés à passer un cap, compte tenu du potentiel intrinsèque dont recèlent l'Algérie et la Mauritanie. À terme, l'objectif pour les entreprises algériennes sera de quitter leur zone de confort au profit d'un positionnement stratégique sur les marchés de l'Afrique de l'Ouest. La route qui reliera Tindouf à Zouirat et la nouvelle ligne maritime Alger-Nouakchott permettront de créer des corridors sécurisés pour fluidifier les échanges commerciaux et dégager ainsi de nouvelles opportunités en faveur des communautés d'affaires. Cette dynamique remarquable que connaissent les relations algéro-mauritaniennes est traduite en projet au niveau institutionnel. Sur le plan sécuritaire et à travers l'activation du comité bilatéral frontalier, les deux pays conviennent d'unifier leurs positions afin de faire face aux dangers communs et protéger leurs frontières des violations et autres menaces sur leur sécurité territoriale, à la suite d'attaques répétées orchestrées par des partis mal intentionnés servant des agendas étrangers hostiles à l'unité de la région et de l'Afrique. Et pour parler des enjeux de ce rapprochement algéro-mauritanien est avec nous Badis Khenissa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes expert en relations internationales et chargé de la communauté nationale établie à l'étranger à l'Observatoire national de la société civile. Tout d'abord, la Mauritanie représente une porte très importante vers le sous-continent. Quel serait son apport pour l'Algérie ? Un apport exponentiel, bien évidemment, mais il faut contextualiser l'aspect aujourd'hui de cette coopération. Elle justifie la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays. J'ai envie de vous dire que après la convergence des vues, après la convergence des luttes, il est temps d'aller dans la convergence des actions communes, notamment qui mettent l'intérêt des peuples au centre justement de gravité des décisions, notamment bilatérales, et plus particulièrement sur l'aspect de coopération, qui soit d'ailleurs à ce propos, comme vous l'avez indiqué, à titre sécuritaire, géosécuritaire, géopolitique, mais aussi sécurité alimentaire, sécurité énergétique, qui plus est dans un aspect ou un contexte conjoncturel, que ce soit d'ailleurs le post-Covid et ses conséquences désastreuses sur l'économie mondiale et régionale, mais également sécuritaire et les défis qui attendent cette région. Donc oui, effectivement, il y a un apport considérable pour les deux pays, parce que l'Algérie est adepte justement de la notion gagnant-gagnant, mais surtout de la notion de l'altruisme pragmatique, entre parenthèses, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est naturel. Oui. Monsieur Khenissa, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Il y a aussi la route Tindouf-Zouirat, une route avec des frontières légales. La sécurité des transporteurs de marchandises des deux pays serait-elle assurée ? Nous avons dit que nous avons perdu l'appel avec Badis Khenissa. Nous tenterons de le joindre dans un petit moment. Badis Khenissa qui est expert en relations internationales et chargé de la communauté nationale établie à l'étranger à l'Observatoire national de la société civile. Direction le Sahara occidental pour parler de la création du groupe parlementaire d'amitié Pérou-République arabe sahraoui démocratique. La présidente de la commission d'action du Congrès péruvien, Sigrid Patan, a annoncé dans un tweet la création de ce groupe parlementaire d'amitié dans le cadre du renforcement des relations bilatérales avec les Sahraouis. La parlementaire péruvienne a précisé que cette étape intervenait dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples dans leur lutte pour la souveraineté et l'indépendance.
Dans l'actualité également, les pays arabes confirment un à un leur participation au sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre prochains. Ce mercredi, la Mauritanie a répondu favorablement à l'invitation officielle adressée par l'Algérie. Elle a été transmise au président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani par le ministre algérien de l'Intérieur Ibrahim Merad en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. Et à son tour, le sultan d'Oman a également confirmé sa participation au sommet arabe d'Alger suite à la lettre d'invitation adressée par le président algérien au sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq, et remise par le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, à Mascate, en sa qualité également d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et la réponse positive de ces leaders arabes et à ce niveau de représentativité constitue un pas important vers la réussite du sommet arabe que plusieurs lobbies ont tenté vainement de torpiller après le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'émir de l'État du Koweït Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sobah, l'émir de l'État du Qatar Tamim Ben Hamed al-Thani. C'est au tour du président également des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, de confirmer sa participation. Je vous en parlais en titre, les participants au forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune dont les travaux ont pris fin ce mercredi à Oran ont lancé un appel aux dirigeants arabes qui participeront au sommet arabe en Algérie pour resserrer les rangs arabes et raviver les valeurs de solidarité et de cohésion. L'appel a été lancé à travers la déclaration d'Oran, lue à l'issue des travaux du forum. Ils ont également appelé à renouveler le rassemblement autour de la question centrale des Arabes, la cause palestinienne, par une position unifiée et forte en relançant l'initiative de paix arabe en faveur des droits inaliénables et légitimes du peuple palestinien et à leur tête son droit d'établir son État indépendant et pleinement souverain avec Al-Quds Sharif comme capitale. Et à noter que les participants à ce forum ont quitté Oran pour Alger. Ils sont conviés à un dîner ce soir offert en leur honneur par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Direction la Tunisie et le mano à mano gouvernement UGTT se poursuit concernant l'aide tant attendue du FMI. Principal point d'achoppement, les réformes structurelles et budgétaires que doit opérer le président tunisien, loin de plaire à la puissante centrale syndicale. Safwan Bessabri. Dans une situation de tension économique et sociale, la Tunisie se retrouve face à un dilemme. D'un côté, le front interne fermement opposé aux réformes exigées par le FMI et de l'autre, une réalité économique qui exige des changements au plus vite. Le Fonds monétaire international conditionne son aide à la mise en place de plusieurs réformes économiques et sociales auxquelles s'est plié le gouvernement. Reste à convaincre les syndicats. Avant de percevoir un nouveau prêt de 4 milliards de dollars, le gouvernement Boudhen doit mettre en place plusieurs mesures. La levée des compensations de l'État sur les produits de base, dont les hydrocarbures, ainsi que le gel des salaires de la fonction publique sont les conditions sine qua non précédant l'obtention du prêt. Depuis fin 2021, ce point constitue une véritable discorde que ni le gouvernement ni l'UGTT semblent en mesure de résoudre. Le gouvernement suggère d'aller au plus vite vers un accord afin de remplir une case de plus dans la liste des démarches exigées par le FMI. Cependant, l'UGTT, qui reste l'un des corps intermédiaires encore actifs, priorise la mise en œuvre des accords sociaux entérinés précédemment et une augmentation des salaires au vu de la dégradation du pouvoir d'achat des Tunisiens. L'impasse est totale. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est réduit, les caisses de l'État également. Un gel des salaires pourrait contrarier les fonctionnaires. Une augmentation des salaires endetterait davantage l'État. Le sort de la Tunisie reste en suspens.
En Libye, le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, a affirmé que des élections législatives et présidentielles pourraient avoir lieu en Libye d'ici quelques mois s'il y a consensus sur une base constitutionnelle. Dbeiba s'est exprimé dans une interview diffusée hier soir par la chaîne saoudienne Al-Hadath et enregistrée avec lui il y a 2 jours à Dakar après sa rencontre avec le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Un vote pourrait également voir le jour bientôt au Mali. Le gouvernement de la transition vient de créer un comité de pilotage du référendum et des élections générales en vue d'assurer une bonne organisation des prochains scrutins selon des médias locaux. Ce nouvel instrument aura pour objectif d'assister le ministère de l'administration territoriale dans la préparation technique et l'organisation matérielle des opérations électorales relatives à l'élection du président du pays, des députés, des conseillers, des collectivités territoriales et au référendum. Toujours en Afrique, les autorités rebelles de la région du Tigré ont accusé l'armée éthiopienne d'avoir à nouveau bombardé ce mercredi leur capitale Mekele pour la 2e fois en 2 jours, peu après qu'elles ont ouvert la porte à un cessez-le-feu et des négociations de paix. Une double frappe de drone aurait fait 10 morts et 14 blessés. Grève des contrôleurs chez Air France. La compagnie aérienne a décidé d'annuler préventivement 55% de ses vols courts et moyens courriers et 10% de ses longs courriers vendredi. Cette décision a été prise à la suite d'un préavis de grève lancé par le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien et concerne aussi bien la France métropolitaine que l'outre-mer. Pour Air France, cela représente environ 400 vols annulés sur 800 prévus vendredi. Je vous disais en titre, l'Europe tente de surpasser la crise énergétique tout en campant sur ses positions concernant Moscou. La présidente de la Commission européenne a assuré ce mercredi que les sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine allaient être maintenues. Dans le même contexte, Ursula von der Leyen a promis une réforme profonde du marché de l'électricité sur le continent européen. Mohamed Wali Ben Shaban. Frappé par 6 vagues de sanctions depuis le début du conflit russo-ukrainien, la Russie et son économie font de la résistance. Les Occidentaux refusent de faire machine arrière et décident de maintenir les sanctions contre Moscou. La Commission européenne réitère son soutien à Kiev. Je veux être très clair. Les sanctions sont là pour rester. L'heure est à la résolution et non à l'apaisement. Cela doit être très clair. Ma chère Olena Zelenska, il vous a fallu un immense courage pour résister à la cruauté de Poutine, mais vous avez trouvé ce courage et une nation de héros s'est élevée. S'agissant de l'envolée des prix de l'énergie en Europe, due à la guerre qui pèse sur l'économie du continent, des solutions ont été proposées. C'est pourquoi notre proposition inclut également les producteurs d'électricité à partir des combustibles fossiles, qui doivent apporter une contribution de crise. Au total, nos propositions permettent aux États membres d'obtenir plus de 140 milliards d'euros pour amortir directement le choc. Ce sont les mesures d'urgence et temporaires sur lesquelles nous travaillons, y compris notre discussion sur le plafonnement du prix du gaz. Pour l'avenir, l'Union européenne compte engager une réforme complète et en profondeur de son marché énergétique afin d'alléger les coûts de l'électricité, mais aussi pour atténuer l'influence dominante du gaz. L'actualité en Europe, c'est aussi l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui s'accusent mutuellement de nouvelles attaques ce mercredi. Dans la nuit du lundi au mardi, les affrontements entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes ont fait au moins 50 morts de chaque côté, les plus violents depuis la guerre de 2020. Le nouveau cessez-le-feu annoncé hier par la Russie semble ne pas avoir été respecté. Amin Touta.
Des accusations mutuelles et une nouvelle escalade militaire, après que la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a fait l'objet de violents combats, faisant au moins 100 morts des deux côtés. Une situation qui fait rappeler le conflit de 2020 et en dépit d'un cessez-le-feu parrainé par la Russie, la tension n'a pas baissé sur le terrain. La défense arménienne a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir utilisé l'artillerie lourde en direction des municipalités de Djermouk et Verin-Chorja. Pour Bakou, l'Arménie est responsable de la violation du cessez-le-feu après avoir bombardé durant la nuit des positions azerbaïdjanaises. Une situation de conflit qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale, à l'image des États-Unis et l'Union européenne, ainsi que la Russie, l'Iran et la Turquie. Berlin a incité les deux parties à s'engager pour le dialogue et mettre fin aux hostilités qui menacent la région. Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que Berlin soutenait l'offre de médiation de l'Union européenne. La région du Haut-Karabakh fait l'objet d'un différend territorial entre Yerevan et Bakou depuis plus d'une trentaine d'années. Les deux ex-républiques soviétiques réclament la souveraineté sur ce territoire majoritairement peuplé par des Arméniens. Le dernier conflit armé a eu lieu à l'automne 2020, après 6 semaines de combats qui ont fait plus de 6000 morts des deux côtés. Dans l'actualité également, le président chinois Xi Jinping est au Kazakhstan pour sa première visite à l'étranger depuis le début de la pandémie du Covid-19 et ce, à la veille d'un sommet régional avec notamment Vladimir Poutine pour approfondir leur alliance face aux Occidentaux. Neila Hamouda. Retour de Xi Jinping sur la scène mondiale. Le président chinois s'est rendu à Kazakhstan, l'un des pays voisins les plus importants de la Chine. Pékin considère toujours l'Asie centrale comme une priorité. Cette première sortie est pour Xi Jinping une façon de faire passer un message. C'est un signe d'ouverture envoyé au monde. La Chine veut être considérée comme un pays puissant avec un poids élargi au Kazakhstan et dans la région. Elle ne veut pas se limiter seulement aux relations économiques, mais montre l'importance qu'accorde Pékin à l'Asie centrale, traversée par les trains des nouvelles routes de la soie chinoise, enjeu également stratégique dans le nouvel ordre mondial que défend la Chine aux côtés de l'allié russe. Xi Jinping et Kassym-Jomart Tokayev devraient signer de nouveaux contrats focalisés notamment sur les investissements dans les industries de taille moyenne et dans les domaines non énergétiques. Ces investissements doivent aider le Kazakhstan à créer des emplois pour la population locale. Autre sujet mis sur la table, les questions du terrorisme et de sécurité. Xi Jinping devrait rencontrer Vladimir Poutine à la conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre, pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine. Les deux puissances mondiales afficheront de nouveau un front uni face aux Occidentaux, une sorte d'anti-G7, aux côtés du président turc et du premier ministre indien, également invité à Samarcande. Le président chinois et russe devrait se retrouver en novembre prochain en Indonésie pour le sommet du G20. Je vous en parlais en titre. En Suède, et selon les premières estimations, la droite populiste, ouvertement anti-immigration, alliée à la droite conservatrice, devrait sortir victorieuse du scrutin législatif. Des résultats définitifs qui devraient être promulgués tard dans la soirée. Alors comment un pays de tradition social-démocrate, historiquement à gauche, un modèle nordique qui faisait pâlir d'envie le monde entier et pu glisser vers la droite, voire vers l'extrême droite. Karim Bouaziz. Mais quelle mouche nationaliste a donc piqué Suédois et Suédoises? Un échiquier politique à l'occasion de législatives de dimanche dernier qui pourrait pencher selon les toutes premières estimations. En effet, la droite dure incarnée par les démocrates de Suède, d'après les premiers résultats de 95% de bureaux de vote dépouillés lundi, le parti anti-immigration concentrerait 21% de voix, incluant en plus les modérés, les chrétiens démocrates et les libéraux qui obtiendraient 49,7%, tandis que leurs rivaux, la coalition de gauche, réunirait, elle, 48,8%. Si ce n'est que celle-ci unie sous l'aile du Premier ministre sortant Magdalena Andersson qui sortirait bien affaiblie. Ce qui interpelle malgré les résultats définitifs est surtout la genèse du basculement du modèle suédois vers l'escarcelle de la droite dure.
À l'origine, le Parti démocrate suédois, formation populiste d'extrême droite, comptant de nombreux militants néo-nazis, s'est longtemps tenu en marge de la politique. C'est dans les années 2000, avec l'accession à sa tête de Jimmy Åkesson, que sa normalisation s'enclenche. Depuis 2005, le parti dénonce le multiculturalisme et l'immigration et promeut sans sourciller un retour à la Suède de souche. Aujourd'hui, avec 20,7%, difficile d'ignorer cette formation qui est en passe de devenir la seconde force politique du pays. Et ça, c'est inédit dans un pays ancré historiquement à gauche, sauf que ce pays s'embrase de plus en plus sur la question de la sécurité intérieure, des banlieues, de l'islamophobie galopante et l'anti-immigration. Ce qui expliquerait comment le parti serait passé des 4% en 2010 à plus de 20% en 2022. La série d'émeutes d'avril dernier dans certaines localités suédoises, avec des confrontations parfois violentes avec les forces de l'ordre, est dans toutes les mémoires. Les manifestants protestaient contre un rassemblement du groupuscule anti-immigration et anti-islam baptisé Stramkurs, ligne dure. Fin donc de l'exception suédoise, signalons que la montée de l'extrême droite est commune à tous les pays nordiques et ce depuis 2010. Danemark, Finlande, Norvège voient débarquer des partis à tendance populiste, conservateurs et ouvertement islamophobes. Direction le Royaume-Uni, après avoir quitté le palais de Buckingham, le cercueil de la monarque qui s'est éteinte jeudi dernier à l'âge de 96 ans repose désormais dans la plus vieille salle du Parlement britannique sur un catafalque exposé jusqu'aux obsèques d'État suite à une émouvante procession menée à pied par ses enfants. Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé ce mercredi à Westminster où le public pourra lui rendre un ultime hommage jusqu'à ses funérailles lundi. Iman Merad. La reine Elisabeth II s'est éteinte le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Une fin survenue dans le château de Balmoral en Écosse, loin de Londres et du Buckingham Palace. Incitant une période de deuil national qui culminera avec d'énormes funérailles d'État le 19 septembre en l'honneur de sa vie dévouée au Royaume-Uni. La première étape du dernier voyage de la défunte a vu le cortège royal exécuter un périple de 6 heures vers Édimbourg et le palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. La dépouille de la reine Elisabeth II est arrivée à Londres mardi soir, accompagnée par sa fille, la princesse Anne, à bord d'un avion de la Royal Air Force. Elle a été transférée à bord d'un corbillard au Buckingham Palace, où elle a été accueillie par son fils Charles III, ainsi que des membres de la famille royale. Le cercueil d'Elisabeth II passa la nuit dans la Ballroom, une pièce très peu connue qui était utilisée par la reine pour recevoir certaines personnalités, notamment lorsqu'il s'agissait de bruncher avec un chef d'État étranger. Le cercueil a fait son entrée ce mercredi à 16h dans le Westminster Hall au terme d'une émouvante procession menée par ses enfants à partir du palais de Buckingham. La reine y reposera en état jusqu'au matin des funérailles. Le lieu a ouvert ses portes au public à 18h, portes qui resteront ouvertes jusqu'au 19 septembre à 7h30. Ce jour-là a été déclaré jour férié dans tout le Royaume-Uni où la mystification de la reine prendra enfin fin. Le cercueil se rendra ensuite en procession une fois de plus à l'abbaye de Westminster pour les funérailles nationales, dont les détails viendront probablement dans les jours à venir. Beaucoup s'interrogent sur le moyen de conservation du corps d'Elisabeth II. Il semblerait qu'il aurait été embaumé, une technique qui éviterait la décomposition du corps jusque la mise sous terre. Enfin, le sport algérien primé ce mercredi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a distingué aujourd'hui au Palais du Peuple à Alger les joueurs de la sélection algérienne de football, championne arabe des moins de 17 ans, ainsi que les sportifs algériens sacrés lors des différentes compétitions internationales en 2022. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de nous avoir invités aujourd'hui. Personnellement, ça reste la deuxième fois pour moi d'être reçu par Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi. C'est quelque chose de très encourageant. Ça va permettre aux athlètes et moi personnellement de continuer à me préparer, à me donner à fond afin de bien représenter mon pays, surtout ici le drapeau algérien au niveau international. Ça fait plaisir, on a de la reconnaissance envers du Président de la République, donc forcément on est honoré. On veut faire de meilleures choses encore, surtout sur le niveau international, même si on a déjà réalisé de très belles choses cette saison.
Et puis, je le remercie énormément parce que ça fait chaud au cœur quand même d'être honoré comme ça. Je pense que même tous les sportifs pensent la même chose que moi, donc ça fait plaisir. Et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différents réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.